bonne nouvelle, c'est qu'il fait beau en tabarnouche. Il fait tellement beau dehors. Alexandre et moi, on est allés prendre un petit bain de soleil. Ouais. Vraiment faire de la photosynthèse dehors, telles les plantes. Ça fait tellement du bien. Ça aurait été le fun avec une petite chaise pliante et une petite bouteille de vin blanc. Ouais, le petit... Dans un seau entre nous exact, deux. Là, tu sais, la petite boîte à lunch à côté, là, le petit seau de glace, ça aurait été fantastique. Samedi 10. Samedi 10 degrés. Mais de la pluie. De la pluie? Ben oui. C'est vrai? Samedi? Là, tu vas crever la bulle de Richard en ondes, en direct comme ça. Je pensais aller embrasser des ben oui, arbres. il y a 10 mm de pluie. Il va vivre samedi. une déconfiture complète. De même, en direct. OK, quand il fait soleil, on peut pas avoir le soleil puis... La fin de semaine. La fin de S'il vous semaine, plaît, non. Le soleil, non, il va pleuvoir. Ouais. Bon, OK. Ouais. Ben là, aujourd'hui, il fait 7 soleils, là. On n'est pas loin de 10. Oui, mais on est coincé en studio au lieu d'avoir notre petit seau de glace. Puis, oui, puis ils vendent quand même. Le vin est un peu frais. Alors, je ne sais pas ce qui se passe avec Bernard Drinville, mais tu sais, là, il veut couper l'aide sociale aux demandeurs d'asile. Oui, bien, ce qui se passe, Richard, c'est qu'il est en arrière. Hein? Difficulté dans la course à la direction de la coalition Avenir Québec, selon le tout nouveau sondage léger. Hein? Il accuse un très gros retard face à Christine Fréchette, mais il ne prévoit pas lâcher le morceau. Et donc, revient à la charge plutôt avec une nouvelle mesure, c'est-à-dire d'aller couper dans l'aide qui est fournie, l'espèce de panier de bénéfices qui est donné aux demandeurs d'asile au Québec, en disant que la capacité d'accueil du Québec est dépassée depuis longtemps. Je rappelle que le nombre de demandeurs d'asile au Québec est passé quand même là, de 60 000 à peu près en 2021 à 190 000 en 2025 là, dans l'espace de 4 ans. On a souvent vu François Legault, par exemple, aller demander à Ottawa plus d'argent pour être capable de renflouer les caisses du Québec par rapport à tous les services qui sont donnés. Le coût de ces services-là a explosé aussi. Là. On est passé de 108 millions en 2020 à 507,7 millions de dollars en 2024. Tout ça pour une quarantaine de mille de bénéficiaires à peu près. Et là, lui, il voudrait limiter à 6 mois l'accès à l'aide sociale, donc pour les demandeurs d'asile, retirerait l'accès au programme allocation logement. Est-ce que tout ça va réussir à venir brasser un tout petit peu la course à la chefferie puis de le ramener devant Mme Fréchette? Mais pour l'instant, si c'était lui, là, le chef de la coalition Avenir Québec, selon le dernier sondage, il serait à 8 % dans les intentions de vote. OK, mais en tout cas, si ça ne fonctionne pas, il va pouvoir se présenter sous la bannière d'Éric Duhaime, là, parce que ses positions sont de plus en plus, mettons, conservatrices. Mettons, exactement. Bilan du conflit en Iran, Alexandre. Oui, on va faire ça tout de suite, hein, parce que tous les jours, il y a de la nouvelle, et pas à peu près sur les réseaux sociaux. Je suis certain qu'à la maison, là, vous pouvez voir toutes sortes de choses circuler. Entre autres, une vidéo qui a été partagée ce matin par le ministère de la Guerre des États-Unis, c'est comme ça que s'appelle maintenant le département de la Défense, hein, qui, de par son porte-parole, M. Pete Hegseth, a affirmé qu'ils ont mené la première frappe par une torpille sur un navire depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ce sera la première fois qu'un sous-marin coulerait un bateau depuis déjà au minimum 1945. On peut regarder d'ailleurs les images qui ont été déclassifiées pour les montrer un peu au monde. C'est surnaturel, là, je fais une parenthèse pour dire que c'est un peu surnaturel de pouvoir voir des images de guerre comme ça en 2026, hein, comme si c'était un jeu vidéo où on voit le navire se faire littéralement exploser en deux par cette torpille. Ça aurait été un navire iranien qui se trouvait dans l'océan Indien, dans les eaux internationales. Une frappe donc qui aurait été ordonnée là, par l'armée américaine. On continue de pilonner un peu partout du côté aussi des Israéliens, partout en Iran. Il y a eu des missiles lancés de l'Iran un peu partout autour, dont un qui se dirigeait vers Chypre, qui serait entré dans l'espace aérien de la Turquie, qui aurait été abattu également. Bref, il y a beaucoup d'incertitudes et d'inquiétudes là, au Moyen-Orient, particulièrement pour les quelques 100 000 là, ressortissants canadiens qui s'y trouvent. On va en reparler d'ailleurs un peu plus tard là, avec le Bloc québécois. Et j'ajoute que le prix de l'essence a déjà commencé à monter. Là, on en avait parlé. C'est entre 10 et 15 cents de plus le litre que vous allez trouver là, un peu partout au travers de la province. Là, même des endroits où, règle générale, on a un prix qui est très bas. Je pense au Saguenay. On est déjà à 1,43 le litre. Mon Dieu, ma place préférée pour faire le plein. Oui, je suis désolé, Stéphanie. Ça a augmenté pas mal. Même chose à Montréal. On est rendu à 1,55 le litre. Et la mauvaise nouvelle, je suis pas sûr de vous l'annoncer, c'est que ça risque d'augmenter encore, puisque là, on vient de voir le début du conflit. Et on ne sait pas jusqu'à quelle date ça pourrait durer. Ici, au coin de la rue, on est déjà à 1,61.
Ah, ben tu vois, regarde, ça a déjà augmenté. J'ai regardé en arrivant tantôt. On est en haut de la moyenne là, déjà pour l'ensemble de Montréal, dans notre coin ici. Puis tant que le détroit d'Ormuz, dans lequel transige à peu près 20% du pétrole mondial, va demeurer fermé à cause du conflit, on risque de voir les prix là, continuer de grimper lentement, mais sûrement. Je conduis électrique. Nanana. Là, tu peux le dire, Richard. Là, tu peux le dire. Je vais aller les mouner. Alors, Stéphanie. Michel-Ange. Oui, Michel-Ange. On pourrait peut-être voir de nouvelles œuvres. Oui. En tout cas, je sais pas. Cette histoire est complètement folle, Richard. Je suis surexcité. C'est hallucinant. C'est une chercheuse italienne. Elle aurait découvert, là, selon des documents d'archives, qu'il y aurait des œuvres de Michel-Ange cachées dans une pièce secrète. Et là, moi, je me sens... C'est le dernier livre de Da Vinci Code. Ben, c'est là que je m'en allais. Je me sens comme dans le Da Vinci Code. Elle dit que dans ces archives inédites-là, elle aurait découvert que Michel-Ange aurait ordonné à ses élèves de cacher plusieurs de ses œuvres dans une pièce secrète pour les préserver pour la postérité, donc pour les générations à venir. Le but, c'était de transmettre ces œuvres-là à ses descendants pauvres pour qu'ils puissent profiter de son art. C'est des toiles ou des sculptures? On n'a pas de détails là-dessus. Ce qu'elle dit, c'est que dans l'un des documents, ça précise que c'est vraiment sous la garde de ses élèves. Donc, ça pourrait être hyper cadenassé, là, avec une multitude de clés pour que personne puisse y accéder sans la permission de l'autre. Un peu comme un effet domino, là. Il faudrait qu'il ouvre la voûte en direct à la télévision. Oui, mais il faut la trouver avant. C'est ça le problème. Non, mais tu fais une émission de télévision, justement, puis là, tu as 5 participants, puis il faut qu'ils trouvent la voûte. Ça fait un peu Fort Boyard, non? Ça fait très, tu sais, le Historia Channel, mettons, ou DocuD, là, tu sais, ce soir, la traque pour le trésor de Michel-Ange. Non, mais c'est vrai je verrais ça, puis j'écouterais cette émission-là. Écoute, Al Capone avait une voûte, Al Capone, où il cachait plein de choses, tu sais, des bijoux qu'il avait volés, puis tout ça. Puis à un moment donné, Geraldo Rivera, qui était un journaliste très, très, très connu dans les années 70-80 aux États-Unis, grosse vedette, avait fait une émission, il avait réussi à convaincre un gros réseau, c'était ABC, NBC, tout ça, en direct. On va ouvrir la voûte. OK, mais sauf qu'ils n'ont pas regardé par des rayons X, quelque chose comme ça, qu'est-ce qu'il y a. Fait qu'ils ont ouvert, tu sais, ça durait 1 heure. Fait que pendant 55 minutes, ils parlaient de la vie d'Al Capone. Puis là, ça faisait du temps, là. Avant de montrer, sur ce qu'il y avait avant d'aller à la pub, là, ils montraient la voûte, là, puis dans quelques minutes, on va ouvrir la voûte, puis tout le monde était capoté. Ils ont ouvert la voûte, il y avait une bouteille de coke vide. Pas de joke. C'était tout. Il n'y avait rien dans la voûte. Tu ris, dans ma famille, on a vécu ça aussi. Il y avait chez mes grands-parents, ont acheté, renippé une très, très vieille maison. Puis il y avait un coffre-fort, là, blindé quelque part dans la maison. Puis là, on capotait. Là, ils ont amené le serrurier pour tout faire ouvrir ça. Puis tout le monde spéculait. Puis il n'y avait rien pendant dedans. Il n'y avait rien. Ouais, complètement. Mon Dieu, mais je me sens comme dans le Titanic, là, quand la première scène du film qui ouvre le coffre-fort puis qui pense tomber sur le cœur de l'océan puis qu'il n'y a pas de cœur, finalement, puis ils sont en direct à la télé. T'as déjà vu ce film-là? À peine. Peut-être une fois ou deux, gros maximum. Mais là, en fait, c'est ça. Soit la pièce secrète, elle est quelque part dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Où se trouve le tombeau du pape Jules II. Fait que ça serait dans ce coin-là. Il y avait un pape Jules. Il y en a eu un. Jules II. Fait que je trouve ça quand même curieux, tu sais, dans le sens que voir que depuis, je sais pas, là, c'était quoi, c'était le 14e siècle, le Vatican, là, tu marches là. Puis je suis allé une fois dans ma vie, la basilique Saint-Pierre, c'est... Exceptionnel. Exceptionnel. Puis tu as l'impression... de dollars d'œuvres d'art. Ben oui. Puis là, tu as l'impression que tu peux ouvrir n'importe quelle trappe dans le sol, puis rentrer dans vraiment là, dans un corridor sombre avec des toiles d'araignée, des chauves-souris, puis des crânes là, un peu partout. Puis pour vrai, moi, ça me fascine. J'adore l'archéologie. Puis là, j'ai juste envie de me rendre au Vatican puis d'aller fouiller. Tu ouvres une porte, il y a des toiles d'araignée, il y a des crânes, puis il y a des abeilles avec des enfants de cœur, puis là, il y a des... Bon. En tout cas, peut-être verrons, on va voir ça de notre vivant. Peut-être. Qui sait? Il y a un concours qui se termine drette là aujourd'hui. C'est quoi? 4 mars déjà. On commence l'année puis c'est fini. Alors, le concours du titre le plus extraordinaire de l'année dans un journal, c'est le Journal de Montréal qui remporte la palme. Un policier lécheur de bottes plaide coupable
On va en parler tantôt avec Alexandre. Un policier lécheur de bottes. Et ce n'est pas une métaphore. OK. Ben voyons. Alors, pour d'autres nouvelles sexy du genre, allez sur le site et l'application cube.ca.